Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous. Ousmane Timéra, je ne suis pas présentateur et ce qui est le plus intéressant dans mon propos, c'est que je suis un grand lecteur. Et cette lecture m'a amené à m'intéresser à la pensée de Malik Ben Nabi et à un auteur, un chercheur, le président de l'AFPI, l'Académie française de la pensée islamique, et qui a écrit un mémoire à l'école pratique des hautes études, qui est ici publié sous le nom de Malik Ben Nabi, Quand l'islam fait l'histoire. Salam alaikum Jamel. Voici un livre que j'ai lu attentivement. De quoi s'agit-il? Alors c'est un extrait de ma recherche. J'ai fait un mémoire l'année dernière à l'école pratique des hautes études. Oui. Et là, je continue sur la réflexion de Malik Ben Nabi à l'université de Strasbourg, dans le cadre d'une thèse. Donc là maintenant, tu fais une thèse de doctorat sur la pensée de Malik Ben Nabi. J'étais frustré à la fin de ce travail, qu'il y avait tellement de perspectives que j'ai voulu continuer au niveau doctoral. Alors, pourquoi faire un mémoire et un doctorat sur la pensée de Malik Ben Nabi, toi qui te préoccupes de l'état de la pensée musulmane, notamment francophone et européenne, et qui appelle au renouveau de la réflexion? Pourquoi se pencher sur la pensée de Malik Ben Nabi? Alors, comme tu le dis, effectivement, l'un de mes domaines de réflexion, c'est la pensée islamique contemporaine, notamment franco-européenne. Et c'est vrai que pendant très longtemps, dans le cadre de mes études en sciences islamiques et de l'islam contemporain de manière générale, on s'est rendu compte qu'on nous parlait beaucoup de renaissance, beaucoup d'ijtihad, beaucoup d'islah, la réforme de manière générale. Et j'ai très peu vu d'auteurs, de penseurs francophones, anglophones, arabophones, avoir une vraie critique, c'est-à-dire faire un espèce de bilan d'étape de ce que c'est que la Nahda. À un moment donné, on a parlé de renaissance, on ne s'est jamais arrêté pour faire un vrai bilan. Et il y a une dizaine d'années, je découvre Malik Ben Nabi. Ma première réaction, en fait, quand je lis Malik Ben Nabi, c'est que je pense qu'il vit encore et qu'il vit encore en France. Et là, je me suis dit, là, on est face à un véritable intellectuel. Et je vois tout de suite, finalement, l'audace, la singularité, et quelqu'un qui ose à un moment donné, parce qu'il est de bon ton de parler de réforme, de se positionner comme un réformiste. Mais là, on a une analyse lucide, avec une esquisse de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire de Jamal Din Avrani jusqu'à lui, dans les années 50-60, il fait un bilan de ce que c'est que la Renaissance. Et il est critique, notamment dans la voie, on va dire, plutôt moderniste, qui cherche à imiter l'Occident, et en même temps critique vis-à-vis de celles et ceux qui nous parlent d'un retour aux sources. Il est critique vis-à-vis également de cet autre versant du réformisme, et la critique qu'il fait finalement, c'est que ces deux formes d'imitation ne vont jamais jusqu'au bout de l'archétype, ne vont jamais jusqu'au bout, ne suivent jamais la source finalement de leur source d'inspiration. La pensée occidentale d'un côté, la pensée musulmane, l'expérience prophétique et l'expérience califale de l'autre. Donc tu veux dire par là que Malik Ben Nabi n'était dans aucun camp que nous avons aujourd'hui, qui se disputent. Il n'était ni moderniste, quoique il adhérait à la modernité, et il n'était ni islamiste, quoiqu'il adhérait à la foi musulmane. Alors, comment c'est possible ça? C'est toute la complexité en fait du penseur. La première des choses, c'est que lui, il s'inscrit dans l'école de l'islah. Oui. Dans une tendance. Donc le réformisme. Exactement. Dans une tendance davantage beaucoup plus proche dans l'association des ulama du Cheikh Al-Uqbi, qui était très intransigeant, beaucoup influencé par Ibn Badis ou Al-Uqbi? Al-Uqbi davantage qu'Ibn Badis. Ah. Et davantage une version plus wahhabite, ou en tout cas de ce que l'on comprenait du wahhabisme au départ. D'accord. Davantage révolutionnaire. Lui pensait qu'en tout cas à cette époque-là, le wahhabisme dans les années, fin des années 20, début des années 30, était vraiment une vraie révolution, une vraie expérience concrète de l'islam. D'où le fait que beaucoup ont salué ou ont vu un certain espoir avec l'arrivée des Saouds et la vision wahhabite avant que… le retour des Saouds. Parce oui, le retour des Saouds, effectivement. Et effectivement, il a fait partie de ceux, avec les quelques brèves qui passaient en France, parce qu'il vivait en France à ce moment-là, il a vu un très grand espoir en fait. Oui. Et finalement très vite déçu. Donc ça, c'est un islah
il se dit réformiste et il se dit héritier de l'école de l'Islah. Mais on voit qu'il prend ses distances vis-à-vis du réformisme parce qu'il répond davantage à la question de Shekib Arslan. Pourquoi les autres sont en avance et pourquoi sommes-nous en retard? Et il répond à cette question. Et il arrive très tardivement dans les questions que se pose la civilisation musulmane à cette époque-là. Très bien, très bien. Et quelle est la réponse qu'il donne? Et j'ajouterais en fait que du coup, après la Seconde Guerre mondiale, quand il commence à écrire avec le phénomène coranique, il écrit en langue française. Et c'est là où il est intéressant. C'est-à-dire que l'Islah était davantage exprimé. Les idées de l'Islah étaient exprimées en langue arabe. Les idées plutôt, on va dire, révolutionnaires, populistes, démocratiques, davantage en langue française. Et là, dans cet entre-deux, on a un Malek Benabi qui se revendique de l'école de l'Islah, mais qui écrit pas en langue arabe, qui dit aux élites occidentalisées il faut préparer de manière civilisationnelle le changement, l'après-indépendance, mais il le fait sans renier l'islam. Et on voit dans le contexte algérien, Malek Benabi se situer au milieu des deux. Il ne parle ni totalement le langage de l'un, ni totalement le langage de l'autre. C'est la problématique et la nôtre aujourd'hui. Surtout dans cette nécessité, dans le diagnostic que je t'ai vu faire, je t'ai entendu faire, et que je partage à titre personnel, sur le fait que nous sommes dans une impasse. Du côté, les laïcistes musulmans, de l'autre côté, les islamistes musulmans se font des guéguerres qui polarisent toute la réflexion. Et un Malek Benabi serait susceptible de nous aider à dépasser, sans renier. Malek Benabi, il pourrait. Et dans sa réflexion, il donne en tout cas des motifs d'espoir. C'est-à-dire que il aurait pu effectivement rentrer, comme à l'époque dans les années 60 avec Sayyid Qutb d'un côté, en contexte sunnite, ou Ali Shariati en contexte chiite, dans ce qu'on appelle historiquement dans l'islam contemporain l'idéologisation de la religion. Oui. Malek Benabi est dans une période qui précède. Dans cette période qui précède, lui c'est un enfant de la conférence de Bandung, le tiers-monde. Cette pensée du neutralisme. Comment essayer avec ces deux grands blocs communistes entre l'Est et l'Ouest, comment l'islam avec tous ces pays asiatiques, Chine et Inde en tête, comment nous pouvons, dans ce monde qui devient faire de l'islam un message porté par les musulmans, mais qui soit utile à tous les hommes. Et que finalement l'islam, en tant qu'éthique de vie, en tant qu'ensemble de valeurs dogmatiques et éthiques, dans cette civilisation qui devienne comment faire en sorte que l'islam trouve toute sa place dans ce monde d'aujourd'hui? Pas dans le monde d'hier, dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Mais justement, et ce sera ma dernière question, comment ne pas tomber dans le piège de l'idolâtrie de Malek Benabi, de ne pas être un suiveur de Malek Benabi? Alors, pour aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu malheureusement tous les grands penseurs musulmans, malheureusement les élèves, tout en essayant d'apporter des bonnes choses, ils font un vrai travail de transmettre finalement la pensée du maître. Il y a un écueil, et malheureusement très peu arrivent à s'en départir, c'est finalement de tomber, à force d'en parler, de tomber dans un suivisme. On a du mal à dépasser la pensée. On ne fait que valoriser une pensée, donc ça a du bon, mais on a du mal à la dépasser. Et Malek Benabi n'échappe pas. Moi, quand je lis Malek Benabi, je n'ai pas lu ses élèves. J'ai d'abord lu Malek Benabi dans le texte. Et quand j'ai lu Malek Benabi, et j'en reviens à la première émotion que j'ai eue, c'est que je pensais que cet intellectuel était encore vivant. Et j'ai même envie de vous dire que cet intellectuel, quand je l'ai découvert, je te fais l'aveu Ousmane, c'est qu'il m'a ringardisé des penseurs musulmans d'aujourd'hui. Et c'est là où, à un moment donné, le rapport que je peux avoir avec Malek Benabi, c'est de me dire cette pensée, elle nous sert, nous, aujourd'hui, en tant qu'intellectuels et penseurs musulmans d'aujourd'hui, elle nous sert aujourd'hui. Parce que Malek Benabi a vécu 25 ans en France. Ouais. Il avait toujours eu une double critique. Critique du colonialisme et de la colonisabilité. Des facteurs exogènes, facteurs endogènes. Et dans cet entre-deux, il a essayé de promouvoir un humanisme musulman. Un humanisme musulman qui va faire que le musulman est dans l'histoire. Il ne subit pas l'histoire, il fait l'histoire. Je comprends. Et cette pensée-là, cette audace, écrire 25 livres dans un contexte colonial, aujourd'hui en tant qu'intellectuel, ça ne peut que m'inspirer, la première des choses. Ça peut que nous inspirer, ça ne peut que inspirer cette communauté intellectuelle musulmane. Et la troisième des choses, c'est qu'aujourd'hui, les constats qu'il fait du monde musulman, le monde musulman, ils sont encore valables parce qu'au moment où il fait le contexte dans les années 50-60, dans les années 70, il y a des immigrations musulmanes qui viennent en France. Et ils viennent avec ce bagage culturel, un certain même déficit sur le plan culturel, avec
ce qu'il appelle la colonisabilité. La colonisabilité, on l'emmène en France. Et nous, aujourd'hui, tous nos débats, il avait déjà fait ces constats-là. Donc aujourd'hui, il m'a permis, moi, intellectuellement, de faire un lien avec l'islam contemporain. Que les constats que je fais aujourd'hui, ils ont une histoire. Ils ont voyagé ici. Et qu'aujourd'hui, tous les débats que nous avons, finalement, c'est pour gratter cette colonisabilité, cette pensée de la décadence qui, malheureusement, nous empoisonne, nous emprisonne. Et pour terminer, quel mot d'espoir par rapport à des penseurs, je dirais pas jeunes parce qu'on continue à nous appeler jeunes, moi je sais pas pourquoi on est jeunes, je commence à être vieux, je commence même à avoir des cheveux blancs. Mais quel mot d'espoir peut-on donner justement à ces jeunes générations qui découvrent Malik Ben Nabi pour atteindre les objectifs et le rêve au fait de Malik Ben Nabi? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors Malik Ben Nabi, il montre une voie, il y en a d'autres, mais il montre une voie puisqu'il s'agit de Malik Ben Nabi. Il dit une chose, lisez le Coran. Libérez l'idée religieuse de l'islam de la quadruple gang, mystique, théologique, juridique et philosophique. Allez chercher le nectar, la quintessence du message de l'islam. Allez chercher les énergies nécessaires. Ne regardez plus le passé. Tournez-vous vers cette civilisation humaine qui fait partie du plan divin et essayons d'adapter et notre existence et notre lecture de l'islam pour participer au drame de ce monde et essayer de témoigner au mieux dans ce monde. Dans cette réflexion, je ne vois pas plus optimiste, mais c'est quelqu'un qui a su à un moment donné regarder de manière lucide les choses, et à partir du moment où on les regarde de manière lucide, c'est le début de l'optimisme et de l'enthousiasme. Bon soyons lucides, Inch'Allah. cessons d'être colonisés et suivons colonisables également. et colonisables, et suivant l'exemple de Malik Ben Nabi. En lisant ce livre-là de Jamel Al-Amri, que j'ai eu plaisir à lire, et je te remercie pour cet effort fait, également pour et dans l'espoir que cela soit un exemple pour d'autres productions de ta part et bien d'autres. Assalamu alaikum wa rahmatullah.